bonjour. Alors, je vais aborder effectivement les enjeux psychologiques. Alors, le premier, c'est effectivement informer. Avec la loi du 4 mars 2002, il s'agissait de passer d'une relation soignant-soigné asymétrique à une relation de partenariat. Auparavant, le médecin cachait la gravité de la maladie pour éviter un débordement émotionnel à la personne malade et d'emblée, elle était soumise à ses prescriptions. Mais il devenait important que le médecin partage le savoir dont il disposait avec la personne devenue malade afin que celle-ci puisse se prononcer ensuite sur les soins proposés. La personne devient alors actrice dans sa prise en charge, dans sa prise en soin, ce qui permet d'amortir le choc psychologique lié à la découverte de la tumeur. Donc, il s'agissait de passer d'une décision unilatérale où la personne est passive et s'en remet au médecin sans comprendre ce qui lui arrive, à un partage de connaissances où chacun peut exposer ses points de vue. Personne ne sait quand commence l'histoire de la maladie, mais chacun peut en dire un bout dès les premiers contacts, c'est-à-dire le médecin et la personne concernée. Donc, l'information médicale doit être suffisamment précise sur la tumeur et ses différentes thérapies pour que la personne soignée puisse faire le récit de ce qui lui arrive et ensuite faire ses choix. Donc mettre en commun leur point de vue revient à co-construire un dialogue, ce qui permet l'assimilation des informations et facilite la prise de parole avec ses proches. Il y a déjà un premier élément traumatique avec la découverte de la tumeur à laquelle ne s'attend pas la personne, mais il peut y avoir un deuxième aspect traumatique dans le fait d'informer ses proches. Il faut déjà avoir de l'énergie et du temps pour encaisser l'information, pour après trouver les mots et pour pouvoir en parler à ses proches. C'est pour ça qu'il y a déjà différents entretiens d'annonce, voilà, pour aller au rythme de la personne et ensuite pouvoir permettre à la personne de se dire pour qu'elle puisse trouver les mots pour parler à ses proches. Voilà. Donc, effectivement, déjà, l'entrée de la maladie peut se faire dans différentes dimensions. Il y a d'abord l'épilepsie, une crise d'épilepsie qui rend la personne malade impuissante face justement à un événement qu'elle ne pouvait pas prévoir. Et c'est justement le fait qu'il ne peut plus y avoir de préparation qui la rend fragile. Voilà, et c'est pour ça qu'on va parler d'effroi, voilà, lié aux premières sensations qui débordent la personne puisqu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est justement un tiers, un autre, qui va lui dire voilà, ce qui se passe en elle. Alors après, ça peut être l'entrée de la maladie, ça peut être un déficit moteur, un trouble du langage. Et là, la personne est confrontée à un symptôme invalidant, pénible pour elle et ses proches. Donc, elle sera d'autant plus effrayée qu'elle craint que le déficit ne soit irréversible. Donc, on voit bien que la découverte de la tumeur cérébrale l'a fait basculer dans un autre monde inconnu, celui de la médicalisation, voilà, avec un langage, des pratiques, en plus d'une qualité de vie modifiée, sans y être préparé. C'est pour ça qu'on peut parler justement de traumatisme. Elle découvre effectivement un autre monde et elle n'a pas les codes. C'est pour ça que c'est important que ce soit médecin et infirmier, et donc tout soignant puisse être dans l'écoute, mais pour pouvoir donner les informations au fur et à mesure pour permettre à cette personne déjà d'apprivoiser ce nouveau monde. Donc voilà, comme je disais, ce basculement correspond au premier élément traumatique que rencontre la personne qui découvre une intrusion biologique, le deuxième étant celui de l'annoncer à ses proches. Donc après, au niveau des propositions thérapeutiques, il va y avoir différents aspects. Quand il s'agit d'une surveillance, elle peut se sentir dépossédée de tout contrôle sur sa vie du fait même de l'attente, voilà, d'une décision médicale par rapport à une chirurgie ou non. C'est-à-dire que c'est savoir qu'il y a quelque chose en soi, c'est-à-dire que suivant les symptômes, on peut à certains moments se sentir freiné, gêné, ou pas. Donc il y a des moments où on va penser à la tumeur, d'autres pas, et c'est parfois justement au moment des examens que le traumatisme peut réactiver dans l'attente, voilà, des résultats et de savoir ce qui peut être décidé. Donc après, il va y avoir la biopsie, voilà, qui est déjà un premier acte à travers justement cette intervention qui va amener la personne justement à
à se confronter à quelque chose de concret. Il s'agit de connaître la nature de ce qu'elle a, mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'elle va devenir active. Donc effectivement, ça peut générer des angoisses, voilà, le fait que ça devienne concret, mais en même temps, voilà, c'est comme ça aussi qu'elle va activer ses ressources pour justement se préparer là, voilà, à une étape que les soignants lui expliquent, et d'où l'importance de l'accompagnement qu'on verra après, justement, voilà, pour déjà entamer cette étape. À ce moment-là, la personne peut activer sa capacité à faire face à la maladie, alors avant même d'en connaître parfois les séquelles possibles, enfin, par rapport à l'intervention, mais voilà, c'est déjà avancé, c'est une étape pour la personne. Et après, il peut y avoir effectivement comme traitement la radiothérapie, c'est un début d'action pour la personne, mais effectivement, parfois ça peut être important pour la personne de connaître la trame, voilà, du médecin, parce que c'est déjà pouvoir agir sur la tumeur, mais s'il en reste, pour la personne, c'est quand même encore vivre avec. Et ça, c'est une autre présentation de la maladie. C'est ce que disait professeur César tout à l'heure. C'est-à-dire que la chirurgie, c'est-à-dire l'exérèse, c'est-à-dire que si on enlève, bah, ça permet à la personne de se dire, voilà, je ne serai plus avec, mais si on avance par étapes, qu'il y a une surveillance, qu'on prend la décision de faire la radiothérapie et peut-être qu'après la chirurgie, eh bien, c'est pouvoir faire un cheminement psychologique pour dire la tumeur est là, qu'on vit avec, qu'on commence à agir, mais voilà, c'est aussi de l'énergie pour assimiler et apprivoiser justement cette place que peut prendre la tumeur. D'une part, c'est un cheminement pour ne pas se sentir envahi, voilà, et donc et ne pas y penser tout le temps non plus. Voilà. D'où l'accompagnement aussi psychologique. Donc là, comme on voit, pour le médecin, lui aussi, il peut être en proie justement à un dilemme, puisque là, il y a des aspects éthiques qui entrent en jeu, puisque pour lui, c'est apporter des informations au fur et à mesure des hypothèses diagnostiques et thérapeutiques, sans surprotéger la personne malade et son proche, voilà, sans minimiser les contraintes liées à la tumeur cérébrale. Donc, c'est pour ça que quand on dit annoncer, ça correspond à plusieurs entretiens pour justement aller au rythme de ce que la personne peut entendre. Donc des mots elle-même qu'elle utilise pour voir justement comment le médecin peut aussi adapter son discours sans laisser de fausses idées, sans laisser voilà, de fausses représentations, mais c'est justement avancer aussi au fur et à mesure des entretiens pour que la personne puisse assimiler et s'approprier ce qui lui arrive. Donc, c'est pour ça que pour le médecin, il s'agit d'aborder la notion de risque liée à la tumeur cérébrale et à ses traitements, tout en respectant le choix du patient de savoir à son rythme l'impact de la tumeur sur sa qualité de vie. Donc, l'enjeu éthique pour le médecin est d'apporter à la connaissance de la personne malade le nom de la maladie qui l'affecte, et ça, justement, c'est l'annonce histologique en fait, voilà. Mais pour pouvoir ensuite parler aussi des étapes thérapeutiques, tout en s'inscrivant dans un échange, c'est-à-dire en donnant la parole à la personne malade pour qu'elle apporte son vécu, voilà, et qu'elle choisisse ce qui permet au médecin aussi de choisir des mots, voilà, pour s'appuyer sur la capacité à entendre de la personne. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que en fait, on est dans une éthique d'écoute, dans le sens où il n'y a que la personne malade qui peut dire ce qu'elle ressent. Donc, en fait, c'est bien pour ça que le tour de parole est important, pour que la personne puisse aussi se dire. Et en fait, c'est une information qui est importante pour le médecin. Donc, c'est bien pour ça qu'on parle de la co-construction d'un dialogue, d'avancer par étapes, voilà, et aussi pour s'assurer que chacun comprenne justement ce qu'il y a derrière les mots. Voilà.
Et c'est d'autant plus important que pour la personne malade, voilà, elle avait l'illusion d'être invulnérable. Elle ne choisit pas le moment où elle a peur, donc elle a besoin d'avoir des informations là, claires et précises pour pouvoir continuer à définir ses choix de vie. Et du côté du médecin, bien sûr qu'il a obligation d'informer la personne malade de ce qui l'affecte et des différentes possibilités de la soigner, mais il a aussi besoin de recueillir ce qu'elle vit de sa situation et donc de ses ressentis. Voilà, si la formation médicale n'élimine pas les peurs, l'écoute du médecin peut les adoucir. Donc c'est pour ça qu'il s'agit vraiment d'avancer pas à pas et que en fait c'est un programme de soins qui bien sûr relève de la décision médicale, mais qui se construit avec la personne concernée. Donc on est dans l'éthique de l'incertitude, c'est-à-dire que même si effectivement il y a un temps de certitude scientifique au moment de l'annonce histologique, c'est-à-dire quand on découvre le nom de la maladie et qui va permettre de définir le traitement, après en fait on retombe dans l'incertitude, c'est-à-dire que le médecin il s'appuie sur ses connaissances, mais personne ne peut savoir exactement comment la personne malade va réagir au traitement. Et en même temps, il y a quelqu'un, comme je disais, qui peut dire ce qu'elle est en train de vivre. Donc après, on retombe dans cette incertitude. Et c'est ça qui est important, justement, voilà, pour pouvoir avancer par étapes et pour s'appuyer, en fait, au plus près de ce que la personne vit et justement pour qu'elle puisse elle-même continuer à faire des projets, pour voir justement comment elle vit au quotidien, comment on peut lui permettre peut-être d'améliorer sa qualité de vie, c'est-à-dire que c'est prendre la personne dans sa globalité, dans son entité. Et bien sûr qu'on est là pour l'aspect scientifique médical, mais voilà, la personne, elle a aussi son environnement, comme le médecin. Il a son environnement, on travaille tous ensemble, c'est une approche multidisciplinaire, mais le médecin, la personne, elle a aussi son environnement. Donc effectivement, il s'agit de permettre à la personne de voir comment elle intègre aussi ce qui lui arrive dans son environnement. Donc c'est pour ça que justement il y a cette approche pluridisciplinaire, parce que c'est à plusieurs aussi professionnels qu'on peut être à l'écoute de la personne et voir comment on peut lui apporter, j'allais dire, toute cette écoute et des soins, mais des soins relationnels, des soins complémentaires, puisque effectivement, voilà, il y a le traitement curatif, et puis après il y a tout ce qu'il y a par exemple comme activité physique adaptée, orthophonie, voilà. Et tout ça c'est important pour que la personne puisse se sentir accompagnée, même quand d'ailleurs elle n'est pas à l'hôpital. Voilà, il y a toujours des liens justement entre ce qu'elle peut vivre dans son environnement et dans l'environnement hospitalier. Donc tout ceci en fait est important pour justement amortir le choc psychologique dont on parlait au départ par rapport à la découverte, voilà, de cette nouvelle réalité, et donc pour amortir, voilà, une violence qui est subie au départ, mais justement, comme je disais, c'est permettre à la personne après, voilà, de s'approprier ce qui lui arrive pour aussi dire quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi pour prendre soin d'elle, voilà, avec l'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'en fait, à plusieurs professionnels, il s'agit de redéfinir le soin à partir de l'attention que l'on apporte à l'autre, voilà, à partir du respect, de l'écoute mutuelle. C'est effectivement réintroduire la notion d'hospitalité. La personne malade est un hôte à accueillir avec une histoire propre, dans un monde médical effectivement qu'elle ne connaît pas, mais c'est à nous, voilà, de lui donner les codes aussi, voilà, pour qu'on se comprenne. Et donc c'est une approche de soins basée sur une attitude compréhensive. Voilà, c'est ce qui peut permettre justement d'éviter les malentendus. Voilà, comme je disais, parfois derrière le même mot, on n'entend pas forcément la même chose, et donc c'est voilà,
important de vérifier. Voilà, déjà qu'on se comprend, qu'on s'entend et qu'on se comprend. Et c'est comme ça qu'on peut justement permettre à la personne de ne pas être réduite à la maladie, mais voilà, d'être entendue et reconnue dans son intégrité. Et il s'agit effectivement aussi de redonner une place aux aidants, c'est-à-dire qu'aux proches, bien sûr que, comme je disais, le traumatisme, il est d'abord vécu par la personne concernée, mais ça impacte par définition sa famille. C'est aussi les proches qui sont pris par les émotions, et pour la personne malade, c'est pas évident de voir justement ses proches affectés, et donc c'est bien pour ça que il y a aussi une sensibilisation, je veux dire, à l'accueil des proches, parce que effectivement pour eux ça peut être aussi un travail de deuil de l'idéal de vie, voilà, suivant justement les repères qui se trouvent bousculés au quotidien. Parfois, pour certains, c'est déjà une participation active, voilà, suivant les symptômes, alors qu'ils n'y sont pas non plus préparés. Ils sentaient bien qu'il se passait des choses, ils n'en avaient pas la connaissance, et parfois, c'est dans l'après-coup aussi qu'ils relisent un petit peu tout ce qui s'est passé, et que voilà, la colère peut arriver justement aussi chez le proche, et du coup des angoisses, puisqu'ils sont là aussi pour vivre les différentes étapes auprès de la personne malade, et ils sont eux aussi du coup à découvrir un monde inconnu. Donc c'est pour ça que effectivement il s'agit d'être à l'écoute de l'aidant, puisqu'il a besoin d'être guidé, démuni parfois par rapport à certains symptômes invalidants. Il peut se sentir aussi dépossédé de sa place, justement, puisqu'il va être dans un service avec une spécificité des soins. Et donc pour le soignant, bien sûr que c'est aussi voilà, une réflexion pour impliquer le proche dans la prise en soin, pour faciliter son adaptation, tout en respectant son rythme, pour assimiler les informations. D'où l'importance d'une écoute active pour permettre aux proches d'apprivoiser aussi sa peur de l'inconnu. Donc l'accompagnement, justement, permet de valoriser la place de chacun. Quand on dit accompagnement, c'est vraiment justement avancer avec la personne et son proche, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on valide qu'est-ce que la personne et son proche a pu entendre, comprendre, et du coup, on est là pour soutenir, pour valoriser déjà, voilà, les efforts fournis. Voilà. Merci. Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis donc Nathalie Prété, je suis infirmière dans le service de neurochirurgie. Et donc là, je vais vous parler particulièrement des infirmières d'accompagnement dont je fais partie. C'est un dispositif qui a été créé dans notre service donc depuis 2016. Au départ, on était 2 infirmières à ce poste-là, et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à 5 personnes donc, qui ont été formées par le biais des formations internes au CHU, internes à notre service de neurochirurgie avec nos médecins et notre psychologue, et aussi par rapport à notre expérience professionnelle, puisqu'on a toute, voilà, on a une expérience en oncologie ou en hématologie, voilà. Donc on n'est pas arrivé là par hasard, hein. C'est un choix de notre part d'avoir fait partie de cette équipe. Donc 5 infirmières, 2 jours par semaine. Tous les mardis et tous les jeudis, il y a une personne des 5 qui est là pour intervenir auprès de nos patients. On essaye d'être au moins 15 jours successifs à ce poste-là pour pouvoir mieux accompagner nos patients et leurs familles, et pour avoir un peu un suivi, parce que comme on est infirmière dans le service de neurochirurgie en temps normal, de reprendre ce poste-là à un moment donné, ça demande aussi beaucoup d'investissement. Donc c'est important de bien connaître les patients. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu notre rôle. Et c'est pour ça aussi que ce jour-là, quand on est à l'accompagnement, on n'est pas habillé de la même façon que quand on est dans le service.
On reste en civil et on a juste une blouse simplement sur nous. Pour aussi que nos patients fassent la différence entre le jour où on est dans les soins normaux et les jours où on est vraiment à l'accompagnement, où on a un temps qui est quand même plus important et voilà, qu'on arrive à faire la différence. Et aussi pour nos médecins qui, eux aussi, comme ça, savent que ce jour-là, on n'est plus disponible pour eux à ce moment donné. Et les jours où on est vraiment en tenue d'infirmière normale, on a moins de disponibilité. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette façon de procéder. C'est là. Alors, notre rôle, infirmière d'accompagnement, ça veut dire beaucoup de choses, mais pour expliquer, en fait, on essaye d'être référent pour mettre en lien en fait les différentes personnes qui peuvent être à disposition de nos patients et aussi au niveau des soins de support. C'est-à-dire qu'on va valoriser ce que je vous disais, le temps relationnel, c'est qu'on ne va pas compter le temps pour lequel on va être auprès du patient. Si y a un patient qui a besoin de beaucoup de temps, on va prendre le temps nécessaire en fait. On ne compte pas le temps auprès de lui ni auprès de sa famille. S'il faut qu'on revienne pour faire un entretien, même si c'est le même patient qu'on a vu 2-3 fois dans la même journée, eh ben on va revenir parce qu'il en a besoin à ce moment-là. Donc voilà. Alors pour cela, on va faire des entretiens auprès de tous les patients du service de neurochirurgie qui sont atteints de lésions cérébrales ou médulaires. Alors là, le méningiome en fait partie évidemment, mais j'englobe le méningiome dans toutes les autres lésions. On va être là aussi pour réexpliquer un petit peu tout le vocabulaire médical dont les patients n'auraient pu ne pas avoir compris, ou les familles qui n'auraient pas eu toutes les informations non plus au même moment. Ça peut arriver parfois. Donc on est là pour expliquer les examens, les différents termes un petit peu, et puis évaluer ce qui est important, surtout je trouve dans notre travail, c'est d'évaluer le besoin de notre patient. C'est-à-dire que, comme le disait Sylvie, on va prendre notre patient dans la globalité, mais on va en faire, c'est une personne avec des besoins particuliers. Ça ne va pas être les mêmes besoins pour une autre famille. On va englober ce patient dans sa famille avec ses antécédents familiaux qui peuvent être très importants pour la suite de la prise en soin de ce patient. Donc vraiment, on va faire des entretiens avec les patients, mais aussi avec les familles, des fois les deux en même temps, des fois séparément, selon le besoin, selon ce que la personne va avoir besoin. Voilà. Et donc, bien évidemment, reconnaître ce rôle de proche, comme le disait Sylvie, et d'aidant, qui est important pour nous, parce que nous, on est là au départ de la prise en soin. On est là au début, mais l'aidant, il va rester tout au long Et on a besoin aussi, nous, en tant que soignants, de savoir auprès de qui on peut passer le lien, en fait. Donc vous avez bien compris, on est là pour faire le lien entre les différents professionnels, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins de chaque patient, s'il y a des questions qui restent non comprises, ou on peut redemander. On travaille beaucoup avec les médecins, les neurochirurgiens, donc la psychologue, mais aussi l'assistante sociale. On travaille aussi auprès des médecins traitants, des fois pour la suite de la prise en charge. Des fois, les patients rentrent à la maison, mais il faut quand même un suivi médical. Donc on peut être amené à appeler les médecins traitants. On travaille beaucoup avec nos secrétaires, les kinés du service, on a une kiné qui est très disponible, avec notre cadre de santé, évidemment de nos collègues infirmières aussi dans le service, et les aides-soignantes de secteur, parce que c'est un travail d'équipe, c'est vraiment important ça fait partie c'est vraiment un travail d'équipe et il faut que tout le monde soit inclus. Et toutes les informations, vous allez voir, qu'on va recevoir pendant nos entretiens, il faut qu'elles puissent être distribuées à tout le monde. C'est-à-dire que ça ne va pas être juste, on a une info, on la garde pour nous. Non, il faut que cette info, elle circule pour qu'elle puisse aider le maximum de professionnels à prendre en charge ce patient.
On va être aussi là au moment de l'annonce des résultats donc par le chirurgien. Au moment des résultats anatomopathologiques, donc dans le bureau d'annonce en fait avec le chirurgien. Et nous, on va proposer à un temps donné, après cet entretien, cette annonce qui peut être des fois difficile, un moment soit pour parler, soit autour d'un café, enfin voilà, une petite collation pour prendre le temps de se poser. Parfois, il y a certains patients qui n'ont pas envie, on respecte. Voilà, c'est juste... des fois, il faut juste, avant de reprendre la voiture pour repartir chez soi, voilà, se poser. Ça peut être important à ce moment-là. On va également préparer les patients aux étapes à venir, parfois radiothérapie, chimiothérapie dans certains cas. Donc on peut être amené à en parler bien en amont des résultats, justement pour avancer avancer, mais toujours au même rythme que le patient. C'est-à-dire que ça va être, s'il nous pose des questions, voilà, on ne va pas dire non, on n'y est pas encore. Voilà, on peut répondre à certaines questions qui peuvent concerner les traitements à venir. Et on va aussi organiser les rendez-vous auprès des oncologues et des radiothérapeutes quand le diagnostic a été posé et que la suite du traitement est nécessaire. On va, donc, je l'ai dit, on va aussi travailler beaucoup en collaboration avec la cadre de santé par rapport au devenir. Évidemment, il y a des gens qui rentrent à la maison, à domicile, mais il y a aussi des patients qui vont dans des centres de rééducation ou vers d'autres hôpitaux. On a quand même des patients qui viennent de toute la région Bretagne presque maintenant. Donc il y a des gens qui viennent de très loin, donc il faut organiser leur retour. Donc voilà, on travaille beaucoup avec notre cadre par rapport à ça. On fait également des consultations téléphoniques, justement parce que nos patients viennent de loin. Des fois, les familles ne peuvent pas se déplacer tout le temps, tous les jours. Et on est quand même appelé très régulièrement pour informer les familles. On a des patients parfois qui peuvent être confus, ou qui peuvent avoir du mal à parler. Donc c'est vrai que on fait le lien avec eux par téléphone ou de visu s'ils sont dans le service, bien évidemment. Et on essaye de faire aussi le lien avec les différentes associations, les partenaires, pour aider nos patients au mieux dans la suite de leur prise en charge. Donc la plupart du temps, on fait nos entretiens avec les patients dans leur chambre. On a quand même à disposition dans le service un bureau d'accompagnement qui se trouve donc dans le service de neurochirurgie. C'est un endroit qui garantit la confidentialité, qui est calme, qui évite l'interruption des échanges. Je vous parlais du téléphone tout à l'heure, mais c'est un téléphone auquel on n'a pas forcément sur nous, ou alors on l'éteint avant de rentrer dans les chambres des patients ou en entretien. On essaye d'être le plus focalisé sur notre patient et non pas sur les bruits extérieurs. La plupart donc, des entretiens se font quand même dans la chambre des patients ou alors en consultation dans les bureaux en consultation avec les médecins. Voilà, et le bureau sert surtout pour les familles. Quand il y a des familles qui veulent vraiment s'isoler ou faire des entretiens avec la psychologue, mais vraiment pas forcément avec le patient. Ce bureau est quand même très, très souvent utilisé. Alors tout ce travail que l'on effectue au quotidien, il est bien évidemment inscrit dans un dossier en fait informatisé de patients. Donc tous les éléments qui nous sont rapportés avec les familles, avec le patient, sont inscrits. Ce document, pour l'instant, est consultable qu'au moment où le patient est hospitalisé par tous les professionnels qui travaillent autour de ce patient.
mais on aimerait que ce document soit un petit peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont suivis en oncologie et malheureusement les oncologues n'ont pas du tout accès à ce document qui pourrait, alors je ne dis pas que c'est un document qui est... Il y a d'autres endroits dans dans l'informatique qui nous donne des informations sur le patient, mais là c'est vraiment un document où on note vraiment tout ce qui peut concerner l'état psychologique, même si Sylvie a aussi ses documents, voilà, mais tous les mots qu'on peut utiliser avec le patient, voilà, toutes les difficultés dans leur vie qu'ils peuvent avoir rencontrées, qui peut nous aider justement dans la prise en charge. Voilà, et on trouve que c'est un document qui pourrait aider d'autres médecins. Donc voilà, on travaille dessus pour essayer de l'avoir un petit peu plus grand. Le dispositif d'accompagnement, c'est en petite conclusion, donc permet une meilleure prise en soins physiques et psychologiques des patients, ainsi qu'une amélioration de notre qualité de travail dans le service de neurochirurgie. Le retour des patients et des familles est positif, parce que c'est vrai que c'est un moment où voilà, ils se sentent écoutés, entendus, où vraiment on prend du temps pour eux. Et souvent à l'hôpital, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Alors quand on traverse des étapes comme ça dans sa vie où c'est compliqué à vivre, pour nous c'était vraiment quelque chose d'important. Donc en tout cas, les retours sont plutôt positifs. Et je finirai juste par ce que disait tout à l'heure Dr Césaire, c'est qu'on travaille actuellement sur un projet de recherche en soins infirmiers, donc pour la formation des professionnels dans les services de neurochirurgie en France. Donc par rapport à justement cette annonce, voilà. Donc ça a fait ses preuves et on a eu le financement pour pouvoir aller travailler dans d'autres CHU et voilà, essayer que ce processus soit adapté ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions ou... S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Oui. Vous parliez de l'accompagnement des proches aidants. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement des enfants, particulièrement quand ils sont jeunes? Alors oui, Sylvie pourrait plus en parler. Oui. Oui, alors je vais justement au rythme de l'adulte malade par rapport justement aux mots qu'il peut utiliser, employer, voilà. Puisque effectivement au départ on va parler de lésions, après on va parler de tumeur, après il va y avoir le nom de la maladie et donc après je m'appuie justement sur eux pour voir comment eux ils en parlent, pour voir après comment ils peuvent en parler à leurs enfants, parce qu'en fait compte l'adulte il a souvent le premier réflexe de vouloir protéger ses enfants, alors que les enfants ils ont aussi des ressources, d'autant plus qu'ils captent. C'est-à-dire qu'ils voient bien que leurs parents sont préoccupés. Il y en a un qui est à l'hôpital, qui a une énergie différente. L'autre parent qui est préoccupé, c'est une autre organisation entre le travail, aller à l'hôpital. Donc de toute façon, l'enfant, il voit bien qu'il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc au bout d'un certain moment, justement, c'est pouvoir échanger. Voilà, sur ce qui les freine pour pouvoir en parler et après que eux puissent trouver les mots, parce que justement comme c'est déjà un traumatisme pour eux, il faut déjà qu'eux ils aient encaissé, qu'ils aient digéré pour justement trouver les mots pour en parler. Donc c'est pour ça que je suis là, déjà pour voir eux comment ils avancent, ils cheminent, pour voir comment eux ils peuvent trouver des mots. C'est-à-dire que après, je peux être présente. S'ils le souhaitent, je peux voir leurs enfants, mais c'est voir leurs enfants avec eux. C'est important que ce soit l'adulte concerné, enfin le parent, qui puisse en parler aux enfants. À partir du moment que c'est clair pour le parent, ça sera déjà plus clair pour l'enfant. C'est-à-dire que c'est important pour l'enfant que ça puisse venir d'une personne déjà qu'il connaît. Voilà, il est dans son environnement. Donc c'est pour ça que c'est accompagner l'adulte pour qu'il puisse après aussi... en parler. Continuer.
D'autres questions? Voilà, Oui, ce qui excuse-moi. passe- oui, parce que- oui, quand je commence, après, On t'arrête plus. Ouais. c'est-à-dire ce qui passe par la nomination, l'identification des émotions. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une tornade émotionnelle pour la personne. C'est-à-dire que comme je disais, il découvre un autre monde, il n'est pas préparé. Donc c'est la tornade, il est perdu. Donc effectivement, pouvoir commencer lui-même à mettre des mots, c'est commencer à identifier l'émotion. Alors il peut y en avoir plusieurs émotions. Et puis l'émotion par rapport à la situation présente, et puis des émotions anciennes, c'est-à-dire ça réactive des situations justement traumatiques anciennes. Donc c'est pouvoir justement commencer par les émotions, par l'identification des émotions, la nomination des émotions, je veux dire, voilà, à mettre des mots, et puis c'est après qu'on peut commencer à ranger. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire que dans la tornade, on pose, c'est-à-dire que le paysage, il y a plein de choses, et puis après, on regarde ce qu'il y a dans le paysage, et puis du coup, on peut commencer, ça, voilà, ça correspond au passé, et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est petit à petit qu'on peut le recentrer sur ici et maintenant dans le contexte. Voilà. Mais au départ, il faut ranger. Voilà. Il faut déjà voir qu'est-ce qu'il y a, puis après, on peut commencer à ranger. Est-ce que j'ai été claire? Oui. M'adresse à l'éprocesseur. Premièrement, je voulais savoir déjà si un ménageome se voit sur un scanner cérébral. Si, excusez-moi, je m'entends. Si un ménageome se voit sur un scanner. Alors, on peut voir, alors c'est moins précis qu'une IRM, sauf dans le cas des ménageomes osseux, où auquel cas on les voit mieux sur le scanner que sur l'IRM. Après, ça dépend de la taille du ménagiome. On a eu quelques exemples tout à l'heure. Sur le scanner, ce serait très bien vu de voir un gros ménagiome. Et c'est parfois aussi, alors un petit peu le choc dans le cadre d'un premier scanner qui identifie un ménagiome. Et puis on fait une IRM et là on s'aperçoit qu'il y a des ménangiomatoses et qu'il y a plusieurs ménangiomes. Alors parfois ils sont tout petits, c'est quelques millimètres d'épaisseur, mais ça compte pour un ménagiome. Donc on peut voir des choses plus précisément, mais la plupart du temps, s'il y a un ménagiome significatif, on va le voir sur le scanner. Bon, je vais vous faire un témoignage, publiquement, c'est pas grave. Parce qu'en 2014, j'ai fait un malaise et donc j'avais eu un scanner cérébral. Et en 2019, on découvre un ménagiome de 5 cm. Peut-être qu'il n'était pas là quelques années auparavant, peut-être qu'un ménagiome sans un scanner sans injection, on ne le voit pas forcément très bien. Enfin, il y a plein de voilà, il y a plein de choses possibles et variées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au topo suivant avec le docteur Saliou sur l'épilepsie et les ménagiomes. Et puis ensuite, il y aura Madame Levourche, qui est neuropsychologue, qui vous parlera des troubles cognitifs.